Eh bien, merci. Bonjour d'abord. Merci à vous d'être ici présent à Rue Descartes, mais vous qui êtes en ligne, je suis ravie d'être présente ici aujourd'hui avec Garance Lequen. D'abord très heureuse de parler de la Syrie, puisque ce qu'on disait entre nous avant de commencer, c'est qu'il y a une petite lueur en Syrie, dans un océan au Proche-Orient plus que désespérant. Et donc, on se raccroche en ce moment à cette petite lumière, même si les défis, évidemment, sont énormes, sont terribles, et qu'un certain nombre, peut-être même d'acteurs régionaux, n'ont pas forcément envie que tout ça se passe comme on aimerait que ça se passe. Mais en tous les cas, il y a une petite lueur, et donc ça fait du bien de se raccrocher à cela. Et je suis d'autant plus heureuse d'accueillir Garance, car Garance est déjà allée 2 fois en Syrie depuis la chute du régime de Assad. Et donc, elle va pouvoir, dans un premier temps, nous faire part de ses expériences, de ses impressions de voyage. Le premier, vraiment, quelques jours après la chute du régime. Et le deuxième voyage, elle vient de rentrer de Damas. Et elle me disait, lorsque nous avons préparé cette rencontre, que les impressions étaient très différentes entre le premier voyage et le deuxième voyage. Et donc, ce que je veux vous proposer, c'est d'abord de l'entendre sur ses impressions de retour à Damas, avant d'aborder le sujet aussi de cette rencontre sur la question de justice, qui est une question éminemment importante, bien évidemment. Alors, pour ceux qui connaissent pas Garance, mais je pense que dans le public, vous qui vous intéressez à la Syrie, vous connaissez forcément Garance et surtout son parcours. Garance, qui est donc journaliste, spécialiste de la région et en particulier de la Syrie, puisqu'elle travaille sur la Syrie maintenant depuis des années, avec en particulier le livre sur César, qui est quand même un livre qui a marqué, qui est un livre de la plus grande importance, puisque grâce à ce travail, eh bien, Garance nous a fait part de la démarche qui avait été adoptée par César, et donc elle a publié ce livre chez Stock en 2015. Et je dois dire que Garance a été quand même très fort, parce que pendant toutes ces années où tout le monde se posait des questions sur César, où était César? Quand on lui posait la question, elle disait pudiquement dans un pays d'Europe du Nord. Et donc, elle a gardé le secret jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il se dévoile lors d'une interview récemment. Mais ça ne devait pas être facile, parce que tu avais des pressions de toutes parts pour avoir plus d'éléments sur ce fameux César. Mais tu as respecté ça jusqu'au bout. Un autre livre aussi très important, qui s'appelle Oublie ton nom, qui est l'histoire de Mazen El-Hamada, et donc ce sont les mémoires d'un disparu, et ça aussi publié chez Stock en 2022. Et je n'oublie pas le documentaire Les âmes perdues, que certains d'entre vous ont sûrement vu, qui a été écrit avec Stéphane Malter, et qui là aussi est un témoignage important. Et ces différents éléments pour vous montrer à quel point Garance a été impliquée dans ce drame syrien, et qui va continuer à travailler sur ce sujet, et en particulier donc sur les questions de réconciliation, de justice, comment tout ça va pouvoir être possible, dans quelles conditions. Mais comme je vous le disais, je voudrais vraiment commencer à demander à Garance qu'elle nous fasse part de ses impressions de retour de Syrie à travers ses 2 premiers voyages. Bon, écoutez, d'abord, merci d'être là, merci pour ceux qui sont en ligne. En fait, oui, les 2 voyages que j'ai eu la chance de faire, parce que je sais que je suis très chanceuse d'avoir pu retourner en Syrie, sont très, très différents. Alors, pour être vraiment le plus simple possible, le premier voyage a démarré un dimanche matin, comme tout le monde, avec la chute du régime, en sautant dans ma cuisine comme une gamine, avec Gwenaëlle Lenoir au téléphone, qui travaille pour Mediapart, et on a décidé de partir ensemble en Syrie le plus tôt possible. Et on est parti le mercredi suivant, donc je sais pas, le 11 peut-être décembre. Mais en fait, le voyage qui aurait dû commencer dans la joie le dimanche, très vite dès le lundi, a été en fait a complètement basculé je sais pas trop comment le définir, mais on a appris le lundi la mort de Mazen El-Hamada. Donc, pour ceux qui savent pas, Mazen El-Hamada était donc un survivant des centres de détention. Il avait fait 1 an et demi de détention dans les années 2012-2013. Il s'était réfugié aux Pays-Bas. Nous avions décidé d'écrire un livre ensemble. On avait fait un très long recueil de témoignages avec Aïcha Arnaout, qui faisait la traduction, et c'était vraiment un travail à 3.
Et puis Mazen, j'aime pas non plus l'expression «perdre pied» parce que ça veut dire quelque part que c'est de sa faute, alors que je pense que c'est de notre faute. Nous, la communauté internationale, les journalistes, les ONG. En tout cas, on n'a pas été capable de l'accueillir comme il aurait dû être accueilli et à force de témoigner dans le vide, et manipulé par des gens du régime, des journalistes sont en train d'enquêter vraiment pour savoir qui l'a vraiment manipulé. Mais en février 2020, il est rentré à Damas. Il s'est fait à nouveau arrêter par les mêmes services de renseignement de l'armée de l'air, qu'il avait déjà arrêté en 2012, et il a disparu. Et pour être honnête, je pense qu'on pensait tous qu'il était décédé. Enfin, il a tenu 4 ans, et il a été tué, après la chute de Alep, au moment de la chute de Hama, donc dans la semaine, avant la chute du régime. Et le médecin légiste, enfin la famille n'a toujours pas récupéré le rapport du médecin légiste, mais ils savent par quelqu'un de l'hôpital, en fait, qu'il a été battu à mort. C'est-à-dire enfin, on l'a forcé au silence pour toujours. Et donc du coup, le premier voyage a été vraiment, en fait, il y avait plus du tout de joie. Il y avait plus, enfin, je suis partie là-bas et ça a été, d'aller dans la famille de Mazen, cette famille qui est, j'ai même pas de nom, enfin, ce sont des gens d'une dignité, d'une respectabilité, d'une humilité, enfin, assez incroyable, et les condoléances de Mazen ont vraiment donné lieu à des funérailles monstres dans le centre de Damas. Et Mazen a été enterré, provisoirement dans le cimetière de Najra. Et le cimetière de Najra, quand on a travaillé sur la Syrie, quand on a lu les rapports des ONG syriennes ou des ONG internationales, on sait qu'il y a des fosses communes. Et en fait, à 500 mètres de la tombe de Mazen, il y a une fosse commune, de détenus qui sont morts en centre de détention et qui ont été jetés là par le régime. Donc c'est vrai que le premier voyage a été vraiment axé sur tous ces gens, en fait, qui sortaient enfin, j'ai cette expression qui est un peu aussi, je sais pas, parfois j'emploie pas forcément les bons mots, mais vraiment le sentiment qu'un peuple sortait de terre, quoi. Vraiment ces gens qui sortaient des prisons, qui étaient, moi, ce que j'avais appelé à un moment le peuple des absents, quoi, qui réapparaissait. Et on a vu tous ces images absolument effarantes de ces gens sortant des cellules de Sednaya, évidemment, mais d'autres centres de détention. Et il y avait un côté vraiment surréaliste de les voir sortir, comme ça. Et puis, et du coup, on est allé sur place avec Gwen, on est allé à Sednaya et c'est vrai que, en fait, enfin, même d'aller là-bas, en fait, on se dit qu'on sait rien, quoi. En fait, on a beau avoir travaillé longtemps sur le sujet, c'est vraiment, enfin, moi, enfin, c'est vraiment un vertige, quoi. Le sentiment que il y a encore des années et des années de travail pour vraiment comprendre comment a fonctionné ce régime. Et c'était, assez rassurant, égoïstement, de lire un tweet de Aya Majzoub, que je ne connais pas, qui a travaillé pour Amnesty International et qui elle-même disait: «On a beau avoir travaillé, on n'était pas préparé à voir ça». Donc égoïstement, je me dis: «Ça va, je suis pas folle, enfin, je suis pas toute seule». C'est enfin, de voir les lieux, à Sednaya, j'ai fait quelque chose peut-être d'indécent, mais voilà, je suis rentrée dans une cellule et puis j'ai fermé la porte, quoi, pour voir, comment c'était de l'autre côté, quoi, et de voir ce noir tout d'un coup. Enfin, c'est des moments qui sont, enfin, qu'on a du mal même à décrire. Pareil, la branche, des renseignements El Ratib, la 251, qui est dans un quartier qui est en plein centre de Damas, que Hala connaît, et de descendre dans ce sous-sol enfin, on est en plein centre de Damas, vous avez 2 immeubles qui sont, raccordés par une passerelle, fermée. 2 immeubles bourgeois, quoi. Enfin, vous êtes dans un quartier bourgeois, enfin, moi, je pense bourgeois et en fait, vous rentrez et là, vous voyez les cellules et c'est une centaine de pages de documents qui ont été laissés à l'abandon parce qu'évidemment, le pouvoir, intérimaire, en tout cas HTS et les autres rebelles, quand ils ont pris Damas, le 7, décembre au soir, le 8 décembre, enfin, ils n'avaient pas les moyens de récupérer tous ces documents, mais c'est vrai que
de rentrer dans ces cellules, il y a un côté, c'est comme si c'était nouveau en fait, à nouveau. C'est et vraiment je trouve que, en tout cas moi dans mon travail personnel, il y a eu, oui, le témoignage de César et des survivants. Et puis après, un autre point important, ça a été les dessins de Najar El Boukhaï, où là, je me suis dit: «Ah ben c'est vrai en fait, je suis pas folle, enfin c'est vrai». Et puis il y a eu à nouveau ces images des gens qui sortaient des cellules. À nouveau, enfin on a l'impression d'à chaque fois passer des étapes et on se dit: «Waouh, il y a encore énormément à chercher, à essayer de comprendre». Et oui, ce sentiment de vertige et puis de voir toutes ces fausses communes et tous ces documents éparpillés et de se dire, enfin, voilà. Donc ça a été vraiment le 1er voyage qui a été un peu, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à rien, en fait, mais voilà, je suis partie dans un état d'esprit un peu particulier en ayant vu la photo de Mazen, mort. Et puis, voilà, vraiment ce voyage a été empreint ouais, de cette souffrance, quoi, de cette douleur, et de cette dignité à nouveau des Syriens. C'est vraiment quelque chose qui, mais ça, c'est vieux, quoi. Ça date de mon 1er voyage en 88. Cette dignité, c'est quelque chose, moi, qui me remplit, quoi, et puis surtout enfin, je pense que tous ceux qui ont eu cette chance de pouvoir être de vivre un moment, que ce soit 1 heure, 2 heures, 1 nuit dans ces familles syriennes, c'est un vrai cadeau, quoi. Il y a quelque chose qu'ils vous donnent donc voilà, c'était un drôle de mélange. Le 2e voyage, c'est décidé parce qu'il fallait que j'y retourne. Je pouvais pas, enfin voilà, le temps passé, besoin d'y retourner. Et là, c'est un voyage un peu plus long de 12 jours avec une commande pour la Tribune Dimanche, pour qui je travaille de manière très régulière sur la transition politique. Et puis je voulais travailler aussi on m'avait parlé de réconciliation, du mot réconciliation. Et à nouveau, quand vous prononcez le mot de réconciliation en arabe, évidemment les victimes, ce mot est beaucoup, beaucoup trop tôt. Enfin, on ne peut pas utiliser ce terme-là, enfin, c'est beaucoup trop tôt. Mais ce 2e voyage est plus compliqué à résumer, peut-être parce que je suis partie dans différentes directions et puis qu'on vit une période qui est très, très floue, en fait. Et je peux pas, enfin, moi-même, j'aurais du mal à dire ou à résumer ou à expliquer, ce qu'est la Syrie aujourd'hui. J'ai l'impression que ça part dans toutes les directions, qu'il y a des initiatives locales partout, qu'il y a toujours enfin, cette joie ce bonheur de pouvoir parler dans les cafés. Effectivement, les gens, parlent, librement, quand le café est chauffé et qu'on peut y rester. Ça, on en reparlera, mais enfin, ça aussi, ça m'a impressionnée. On sait plus ce que c'est que, on se rend pas compte de ce que c'est que le chauffage, en fait, en France. Mais, là-bas, quand vous n'avez pas de chauffage, bah, c'est quand même très impressionnant. Hem et en même temps, il y a cette inquiétude ou ces interrogations sur l'avenir, sur ce que va faire ce gouvernement intérimaire et le prochain gouvernement qui va être annoncé, normalement le 1er mars. Mais j'ai vu aussi la date du 2 mars, donc en tout cas, ces jours-ci. Donc voilà, c'était plus le 2e voyage, plus, un peu plus, qui est parti un peu plus dans tous les sens. Mais aussi j'ai plus travaillé, alors c'est aussi un peu particulier, sur la diversité confessionnelle. J'ai rencontré beaucoup d'alaouites, même si je ne veux pas employer ce terme-là, mais on ne peut pas faire autrement que d'employer ce terme-là, tout en disant qu'ils ont été associés au régime, alors que beaucoup, n'ont pas forcément soutenu le régime, mais qu'il y a quand même cette priori-là qui fait que même ceux qui n'ont pas soutenu le régime ont peur, notamment à Homs, où je suis allée et j'ai assisté à une rencontre assez surréaliste de sorte de mini dialogue local entre des activistes de Homs qui ne se connaissaient pas et qui on en reparlera un peu plus tard sur la question de la vérité ou même de la justice, qui ont travaillé sur ce que c'était qu'une société civile, un gouvernement, le rôle des gouvernorats.
Et la société, moi je l'ai traduit par société coutumière, mais c'est el Madani El Ahli. Madani El Ahli, comment j'ai eu beaucoup de mal à traduire Ahli. C'est une société qui n'est pas Madani, je sais pas, enfin moi j'ai traduit par coutumière, c'est le seul mot que j'ai trouvé. Hem Et c'était vraiment intéressant parce qu'ils étaient par, des petites tables comme un workshop avec des comme nous on a pu faire dans des formations, en France ou en Europe. Enfin c'était, assez, il y a plein d'initiatives locales comme ça qui sont lancées pour, apprendre à se connaître et puis faire baisser la tension parce qu'évidemment il y a des exactions. On est à plus de 400 morts, par, vengeance de groupes qui sont pas forcément très bien identifiés. Alors, ce que je te propose, c'est que tu nous parles justement de toutes ces questions de réconciliation, puisque c'est un terme, hein, que tu as utilisé à plusieurs, reprises, même si ce mot arrive trop tôt pour reprendre ton expression. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu as perçu dans tous les entretiens que tu as eus, ces initiatives locales aussi qui travaillent sur cette question qui est une question évidemment, essentielle. Donc peut-être on peut démarrer là-dessus et puis évidemment vous aurez comme toujours un temps de questions, après parce que j'imagine que vous avez, 10 000 questions, les uns et les autres. Mais je pense que de partir là sur cette question est quand même une question fondamentale. Alors, j'ai assisté donc à une réunion à Homs et j'ai parlé avec des gens de Tadamoun. En fait, donc 2 endroits, 2 villes, banlieues où il y a une mixité confessionnelle et où il y a eu des massacres et des exactions et de morts de civils extrêmement importants. À Tadamoun, c'est entre autres le massacre, en 2013, qui a été révélé par Ansar Shahoud et j'arrive jamais à prononcer son nom, Ugur, enfin ce professeur de sciences politiques, en Hollande et qui ont fait un travail absolument, faramineux sur ce massacre qui a été ensuite, révélé par le Guardian. Ils ont récupéré des vidéos. C'est un peu une sorte de massacre, à la manière de la Shoah par balle, sous Hitler. Et à Homs, évidemment, Baba Hammer et d'autres quartiers de civils qui ont été détruits avec des civils tués et massacrés par le régime. Donc des endroits où vous avez une mixité confessionnelle, donc des alaouites, des chrétiens, des sunnites. Et là, moi, ceux que j'ai d'abord rencontrés, c'était des alaouites qui avaient très peur, évidemment, et qui ont eu besoin, notamment à Tadamoun, très vite, dès le 8 décembre, de constituer une sorte de dialogue, pour la paix, civile, pour que, il n'y ait pas d'exaction, contre eux. Alors, c'est à la fois enfin, c'est très, c'est un peu particulier de travailler sur ça parce que même nous, même moi, enfin, je veux dire, moi, je n'ai fait que travailler sur les crimes commis par le régime. Donc forcément, j'arrive avec ma vision des choses, avec, mes a priori, même si je sais que tous les alaouites n'ont pas soutenu le régime. Enfin, je veux dire, j'en connais beaucoup qui n'ont pas soutenu le régime. C'est vrai que c'est pas toujours facile, d'arriver et d'écouter un homme, dire que il n'a pas soutenu le régime, il n'a pas soutenu les rebelles et qu'il habitait à 200 mètres des massacres qui ont eu lieu à Tadamoun, à côté de chez lui et que, c'est en fait, c'est pas facile quand on est journaliste, enfin de voilà, on écoute mais ça démange, enfin c'est pas et pourtant c'est un travail qui va devoir être fait, que ce soit par nous, mais évidemment par les Syriens. Donc eux, ils ont mis en place un comité de paix civile pour pouvoir parler avec d'autres membres d'autres habitants de Tadamoun pour prévenir les exactions et les vengeances. Donc il y a eu des discussions. Au début, ça a plutôt bien marché. Ils ont essayé de prévenir, enfin, d'autant plus qu'au départ, HTS a viré tous les policiers, même si maintenant il les a réintégrés parce qu'il manque d'hommes, mais ils ont au départ viré tous les policiers. Donc en fait, il y avait un manque de force de l'ordre. Donc ce genre enfin ce comité essayait de, régler les problèmes de voisinage, se connaissant entre eux, enfin voilà. Et ça a fonctionné jusqu'à ce que, à un moment et je suis désolée, je suis pas très bonne pour les dates, donc je pense début février, vous avez un homme qui s'appelle Fadi Saker. Fadi Saker était à la tête de la milice de défense nationale, après le massacre de Tadamoun, mais quand même à la tête de ces milices et
un membre de cette milice est impliqué dans le massacre de Tadamoun, donc de 2013, est venu se balader à Tadamoun, ce qui paraît incroyable, donc avec l'aval des autorités intérimaires, forcément. Et là, il y a eu le lendemain une manifestation des familles de victimes. Mais cet homme se balade. Il est régulièrement au Fort Saison de Damas. Donc cet homme qui est quand même qui a été à la tête de ces milices est en Syrie, a visiblement des contacts avec le pouvoir intérimaire. Quel contact, je ne sais pas. Je sais juste qu'il est là. Il est régulièrement au Fort Saison, en plein centre de Damas, qu'il s'est baladé à Tadamoun. Mais après sa venue, les sunnites de ce comité de dialogue pour la paix civile ont refusé. Enfin, on a dit voilà, on ne veut plus discuter. Enfin, en fait, il suffit d'un rien. Ce sont des dialogues qui se mettent en place, mais il suffit d'un rien pour qu'ils s'arrêtent. Ils vont certainement reprendre, mais j'ai vraiment eu le sentiment, et ça m'a été dit par quelqu'un à Homs et également par un très proche conseiller d'Ahmed al-Shareh, qu'un rien peut faire basculer les choses. C'est-à-dire que et cet homme, cet intellectuel à Homs me dit: rappelez-vous comment a démarré la guerre civile au Liban, c'est un accident de bus. On est vraiment à une période où qui est extrêmement délicate pour ça et qui peut basculer. Alors évidemment, les autorités intérimaires font tout pour que ça ne bascule pas, la société civile fait tout pour que ça ne bascule pas, mais bon, qu'est-ce que ce Fadi Saker est venu faire à Tadamoun, soi-disant pour discuter avec des gens aussi de réconciliation, mais ce mot réconciliation aussi qui m'avait été donné par quelqu'un, en fait, c'est un mot, j'ai l'impression, qui a été prononcé par des ONG et par des gens qui pouvaient être proches du régime. Donc peut-être que c'est plus facile pour eux de prononcer ce mot-là, alors qu'en fait, des gens qui ont été victimes de ce régime, quand vous leur parlez de réconciliation, ben, c'est juste pas possible, c'est beaucoup trop tôt. Il faut d'abord la justice, mais il y a tout ce débat. Est-ce qu'il vaut mieux d'abord la justice ou est-ce qu'il vaut mieux la paix civile? Est-ce qu'on est capable de faire les deux en même temps? C'est pour ça que cette période est très mouvante parce que, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vertigineux tout ce qu'il y a à faire. Enfin, moi, je ne sais même pas comment. Enfin, je suis super optimiste parce que je me dis, ils ont réussi une révolution, ils vont réussir à le faire. Enfin voilà, c'est quand même des gens un peu des extraterrestres. Pour moi, c'est Syriens, donc ils vont réussir à le faire. Mais il y a énormément de choses à faire en parallèle. Et il est évident que les familles de victimes qui souffrent encore, notamment les familles de disparus, qui souffrent encore, et sans parler des survivants qui ne seront plus jamais les mêmes, ça on le sait, ils vont avoir besoin de vérité et de justice avant de parler de réparation, quoi. Donc, et ça, pour l'instant, visiblement, tout ça, ça vient d'initiatives locales parce que le pouvoir n'est pas capable n'est pas capable, par manque de moyens, euh, je ne sais pas si c'est conscient ou pas. Maintenant, enfin, juste pour vous donner une anecdote qui jusqu'à présent était restée un peu officieuse, et puis en fait maintenant l'information est sortie, mais quand le pouvoir a rencontré les familles de disparus extrêmement tardivement. Ils les ont rencontrées, évidemment, voilà, je suis à nouveau mauvaise en date, fin janvier ou début février. Après la rencontre avec la famille, oui, bah, un peu plus que 10 jours, parce ils les ont rencontrés juste avant que je parte, et je suis partie vers le 3, 4 ou 5. Donc voilà, c'est ça, début février, quoi. Après avoir rencontré la famille, d'Austin, enfin le journaliste, disparu, et pendant cette rencontre, qui a duré un certain nombre de temps, à un moment, ils ont fait rentrer une dame âgée. Ahmed Acheré a fait rencontrer une dame âgée et en lui demandant de raconter, elle aussi, la disparition de son fils pendant 7 ans. Donc cette dame m'a raconté, et cetera. Et puis en fait, c'était la mère d'Ahmed Acheré, parce que lui aussi a disparu 7 ans. C'est d'un culot, enfin, c'est d'un manque de respect total, quoi. Et les familles de disparus qui sont bien fortes et qui ont dit: «On n'en parlera pas», parce que c'est quand même leur histoire. Mais Ahmed al-Shareh l'a finalement révélé en disant que sa mère, machin, voilà.
mais est-ce que c'est conscient, pas conscient? C'est assez étonnant, quoi, voilà, c'est un manque de tact, flagrant. Et pareil, ce retard à les rencontrer. Alors, une chose qui est bien, c'est que finalement, il y a eu beaucoup de choses dans les réseaux sociaux en disant: «Mais comment ça se fait qu'ils ne les aient toujours pas rencontrés?» Alors, c'est certainement ce qui l'a fait bouger pour qu'ils les rencontrent. Donc visiblement, le pouvoir est très, conscient, ou en tout cas à l'écoute de ce qui se passe au sein de la société civile, et il est capable de réagir très vite, pour réajuster, certaines de ses décisions. Mais il y a des choses qui sont assez étonnantes, comme ce dialogue national qui a été, décidé ça faisait un moment qu'il l'attendait, qui a été organisé, voilà, en 48 heures. Tout le monde n'était pas capable, ne pouvait pas arriver. Enfin, c'est assez, étonnant. Moi, du coup, à t'écouter, il y a une question qui me vient, c'est que tous ces documents qui étaient donc dans tous ces centres de torture, dans tous ces centres de renseignement, on a beaucoup dit que beaucoup, bah, avaient été disparus parce qu'il n'y avait pas les capacités dès la chute du régime, il n'y avait pas les moyens de récupérer. Est-ce que là, il y a eu une prise en compte et une volonté quand même aujourd'hui d'essayer de récupérer toutes ces archives qui peuvent être essentielles, ben, pour les familles de disparus, pour savoir ce que sont devenus, des milliers de Syriens? Est-ce que là, il y a une aide? Parce que ce régime, j'imagine, tout seul n'a absolument pas les moyens de gérer ça, parce que c'est énorme. Donc est-ce que là, il y a une prise de conscience et une volonté, bah, de garder toute cette documentation qui est quand même extrêmement précieuse pour justement la suite? Alors concrètement, je ne sais pas où ils en sont. Je sais qu'ils avaient décidé d'ouvrir justement un bureau pour collecter tout ça, récupérer tout ça. Je ne sais pas concrètement où ils en sont, ce qu'ils ont fait. Je sais aussi que, par exemple, quand, à la chute du régime, à partir du 8-9, on rentrait dans tous ces centres de détention comme dans un moulin. Enfin, et des journalistes sont partis avec des documents. Ah oui. Ah oui, c'était des journalistes sont partis avec des disques durs. Enfin, c'est scandaleux. Enfin, il y a des choses, enfin, qui se sont passées. Enfin, voilà. C'est ce qui m'a été rapporté. Donc au début, on rentrait comme dans un moulin. Ensuite, il a fallu demander des autorisations pour rentrer. Mais nous, et ça quelques jours après, puisque avec Gwenaël, on est allé dans la branche Al Ratib, ça devait être vers le 15-16, on a demandé une autorisation, on est rentré. Il y avait encore tous ces documents. Et un homme d'HTS nous a dit: «Ben oui, enfin nous on attend qu'ils viennent les récupérer, quoi». Mais ils n'avaient pas ils n'ont pas les moyens. Ils ont même pas les moyens de déployer tous leurs hommes sur tout le territoire. Donc voilà. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de rentrer, dans ces centres. Je crois qu'ils accordent des autorisations de manière extrêmement, parcimonieuse. On peut aller à Sednaya, et c'est un des problèmes d'ailleurs, puisque à Sednaya, moi, j'y suis pas retournée la deuxième fois, mais là, visiblement, vous avez carrément une petite cafétéria, tout ça. Enfin, les familles de victimes, mais attendez, on n'est pas dans un cirque, quoi. Enfin, voilà, il y a un manque aussi de respect des lieux, quoi. Et il y a eu un moment, mais ça, j'ai pas bien suivi, mais une sorte de petite fête, enfin, comment on appelle ça, de danse. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de polémiques autour de ça. Au début, nous tous, on était révoltés quand on a vu les images. Parce qu'on a vu Coca-Cola, du café, je sais pas quoi, devant la porte de cette Maya. Et puis, il y a vraiment d'adaptés, je sais pas Ouais. quoi. En fait, c'est une rencontre que après, il y a eu l'explication Mmh. que plusieurs associations des anciens détenus de Sarnaya qui ont organisé ça et les anciens détenus sont venus. OK. Et il y a eu entre eux, pour ça, il y a eu du café, ils ont échangé entre eux et ils ont expliqué pourquoi il y a eu cette rencontre. Mais c'est pour une seule fois. Et puisqu'il y avait des gens qui sont contre, donc je pense que ça va pas se répéter. Mais il y a eu aussi un retour très négatif de la part des détenus qui étaient là. Ils ont dit, on a le droit de visiter l'endroit où on était et on a le droit de se rencontrer entre nous et d'échanger, etc. Donc, il y a eu une confusion, mais je pense que ça se répète pas. D'accord. Bon, ben voilà. Merci pour la précision. Ouais, ouais. Mais ça, voilà, comment vous préservez les lieux? Qui est responsable? C'est un vrai, c'est énorme tout ce qu'il y a à faire parce que, alors,
d'après ce que j'ai cru comprendre, Sednaya, on peut y retourner facilement avec une autorisation, ce qui n'est pas le cas des anciennes branches des services de renseignement. La 215, 251, 293, là, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une autorisation. Mais en fait, le pouvoir intérimaire est en train aussi beaucoup de fermer, c'est-à-dire que on ne peut pas non plus, nous, en tant que journalistes, aller partout. Nous, on n'a pas eu d'autorisation pour aller sur la côte. Dans le deuxième voyage, on voulait aller sur la côte, on n'a pas eu l'autorisation. On aurait pu y aller sans autorisation. Bon, c'était au risque après de se faire virer, de plus jamais pouvoir revenir. Bon, voilà. Mais on avait une autorisation, on pouvait aller à Hama, à Homs, à Idlib, sans problème. Mais Latakia et Tartous, on n'avait pas l'autorisation pour le moment. On nous a dit, dans quelques jours peut-être. Bon, puis voilà. Mais donc, il y a une sorte de fermeture aussi des lieux. Alors, certainement pour des bonnes raisons. Enfin, je pense qu'effectivement, les centres de détention, enfin, c'est pas possible qu'on puisse y rentrer comme dans un moulin. Enfin, c'est pas, il y a un moment aussi une question de respect des lieux, de respect des lieux, des choses comme ça. Mais voilà, mais au niveau de la collecte, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de documents quand même qui ont été récupérés par des associations qui travaillent sur le sujet, donc qui sont récupérés pour des bonnes raisons. Par Zaman Al-Wassel a récupéré aussi des documents, ce site internet, voilà quoi. Mais après, il est évident qu'il y a énormément de documents dans la nature, quoi. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est que tu nous dises, dans les entretiens avec les Syriens, Syriennes que tu as rencontrés lors de tes 2 voyages, mais surtout le deuxième, c'est quels sont pour eux les défis, les priorités? Quand ils parlent avec toi, qu'est-ce qu'ils te disent de ce qu'ils estiment être la priorité ou les priorités pour ce nouveau pouvoir? Alors ça dépend des gens que j'ai rencontrés. Évidemment, si ce sont des activistes ou des gens, entre guillemets «normaux», c'est pas la même chose. Les gens, entre guillemets «normaux», c'est l'électricité. Parce que quand vous avez 2 heures d'électricité par jour, enfin j'ai expérimenté ça. En fait, tout simplement, c'est crevant. Enfin, c'est épuisant de vivre dans un lieu où vous avez pas de chauffage, vous avez pas d'eau chaude, vous avez pas d'électricité sauf 2 heures par jour. Dans ces cas-là, pendant les 2 heures, il faut vous dépêcher de charger vos batteries, que ce soit des batteries de camion, des batteries de voiture, enfin ce que vous avez pu acheter. Le reste du temps, c'est des petites choses simples, mais ça joue sur la vie quotidienne. Le reste du temps, vous avez, un néon blafard. C'est parce que ça consomme peu encore une fois, ça peut paraître anecdotique, mais je pense que ça ne l'est pas. Quand vous êtes dans une pièce, qui n'est pas chauffée et que vous n'avez qu'un néon blafard, moi je suis désolée pour vivre, pour réfléchir, c'est compliqué quoi. Enfin c'est pas on a vraiment oublié ce que c'était quoi de vivre dans des conditions comme ça. Et donc c'est aussi le salaire, sachant que des dizaines de milliers de gens ont été, licenciés. Alors j'ai pas le chiffre exact. On sait que, il y avait 1,3 million de fonctionnaires avant la chute du régime, que le gouvernement intérimaire estime que 900 000 travaillaient réellement. Donc il faut en licencier 400 000. Je ne sais pas combien ils en ont licencié déjà. Il y avait un très bon papier du Monde justement sur les purges. Voilà, mais il y a pas, on ne sait pas forcément combien ont été licenciés, mais il m'a été raconté par des gens qui étaient sur le terrain, notamment sur la côte, qui disaient, il va y avoir un problème de faim très vite parce que des familles commencent à s'endetter en fait pour vivre. Et ce problème de faim, ça peut entraîner une nouvelle criminalité. Donc c'est vraiment donc cette question de faim et de vie quotidienne. Parce que dans les appartements, évidemment, vous avez une pièce où vous avez un poêle, mais le reste, c'est vraiment glacial, quoi. Enfin, et quand il fait 5 dehors, s'il n'y a pas eu de soleil, il fait plus froid dedans, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, des gens entre guillemets normaux que j'ai vus, c'était. Puis le gouvernement intérimaire nous avait promis une augmentation de 400% du salaire des fonctionnaires, 8 heures d'électricité par jour. Ils n'ont pas tenu leurs promesses, donc ils commencent à râler, enfin voilà, à attendre que ces promesses soient tenues. Et pour d'autres qui sont plus impliqués dans des organisations de la société civile ou c'est beaucoup la justice sociale, une loi pour créer des partis politiques. Enfin, c'est tout le
le démarrage de cette vie politique démocratique. Mais là, chacun étant dans son domaine, c'est-à-dire ceux qui sont des commerçants, ben, la fin des sanctions, ceux qui sont j'ai rencontré Joumana Seif, avocate, elle, c'est évidemment la justice transitionnelle. Enfin, chacun dans son domaine. Pour eux, ce qui est important, ce sont toutes ces questions-là, l'établissement l'écriture d'une nouvelle constitution. Enfin, voilà quoi. C'est vraiment, mais tout, enfin, tout est à faire quoi. Vraiment, tout est à faire à différents niveaux quoi. Et tout est important. Faire en même temps. Et en même temps, à nouveau, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer vraiment un proche conseiller de Ahmed El-Shareh qui disait des choses super intéressantes et en même temps un peu cynique. Voilà, on en a parlé un peu avant, qui expliquait qu'il faut d'abord avoir la paix civile avant d'aller sur la justice et que la paix civile, elle se fera d'abord avec les groupes armés. Donc c'est avec les groupes armés qu'il faut discuter et les groupes armés, ils vont avoir envie de déposer les armes parce qu'ils ne veulent plus faire la guerre et que pour lui, et c'est donc forcément ce qu'il répercute auprès de Ahmed El-Shareh, cette réconciliation doit d'abord se faire avec les groupes armés. Très bien, la justice viendra après, mais sauf que quand vous parlez avec des familles de victimes, la justice, elle doit venir très très rapidement, quoi. Et il expliquait aussi que il y avait une bonne chose, en fait, que ces exactions étaient quelque part une bonne chose, parce que ça permettait de laisser filer le désir de vengeance d'une partie de la population. Parce que tant que vous n'avez pas de justice, ce désir de vengeance risque de grossir et d'avoir des exactions commises à nouveau dans des endroits où vous avez forcément une mixité confessionnelle, comme dans la campagne de Homs, par exemple. En fait, ça pouvait peut-être permettre d'apaiser la colère d'une partie de la population. Je sais pas, enfin, moi, naïvement, j'ai trouvé ça très, très cynique. Peut-être qu'il a raison, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce besoin de justice, enfin, je ne vois pas comment il peut être reporté, quoi. Mais on commence par qui? Par quoi? Enfin, Alors, des procès se poursuivent hein, en Europe, notamment en Allemagne. Il va y avoir à nouveau des nouveaux procès en Allemagne, donc voilà, mais très vite, il faut que ces procès aient lieu en Syrie, parce que ça concerne les Syriens, et ces procès qui ont pu se tenir et qui vont se tenir prochainement en Europe n'ont pu se faire que grâce au travail des Syriens. Donc maintenant, mais pour cela, il faut un nouveau système judiciaire, un nouveau système judiciaire, donc des nouvelles lois, puisque le crime contre l'humanité n'est pas reconnu en Syrie, le crime de torture, je crois pas non plus, même si ils ont signé. Enfin, tu pourras nous dire, Michel, je pense que tu sais mieux. On va attendre, mais on va garder tout ça en tête et on va bientôt la parole. Voilà quoi. Enfin, voilà. Moi, je trouve que il y a tellement de choses à faire. Et puis il y a aussi il y a des moments qui sont où là pareil c'est une histoire enfin que j'ai trouvé j'ai mis du temps enfin j'ai un peu mieux comprise en te la racontant. J'ai eu la chance de connaître un jeune homme de confession alawite dont le père faisait partie de l'armée et qui ne soutenait pas le régime du tout. Et je pense avait du mal à peut-être à appréhender certaines choses, quoi. Même s'il avait des amis, enfin de toutes les confessions. Enfin, sa confession ne lui importait pas. Enfin voilà, mais il avait quand même toute une partie de sa famille qui travaillait pour le régime. Et en fait, il s'est mis à lire le livre sur Mazen al-Hamada qui a été traduit par Dar al-Jedid au Liban. Et en fait, voilà, il a découvert quelque chose et il m'a dit, voilà, pour la première fois, enfin, je n'ai pas pu pleurer quand le régime est tombé. Là, j'ai pu pleurer et voilà, et ça m'a à la fois blessée et ça m'a guéri, quoi. Et j'ai vu son père commencer à ouvrir le livre, quoi. Son père haut officier, ouais, général. Et c'est vrai que c'est des moments où on se dit, waouh, enfin,
c'est des moments qui donnent aussi à la fois de l'espoir et à la fois à nouveau. J'emploie ce terme-là parce que j'en ai pas d'autres, mais de vertige, quoi. Ouais, enfin, c'est ça. On a l'impression que ça l'était déjà avant, quoi. Et là, maintenant, c'est à la fois vertigineux et en même temps, c'est incroyable de voir tout le travail qui a été effectué par les Syriens avant. Ah oui. C'est ça qui Ça, est, c'est important. Ouais. ça, c'est quelque chose parce qu'il, enfin, de savoir que quand on était avec Gwenaël en décembre, qu'on est allé voir les fosses communes, et qu'on a parlé avec les casques blancs ont été formés à l'ouverture des fosses communes, comme Ahmed Helmi de l'association Taafi, si je prononce bien. Il a été formé il y a 2 ans par la Fondation guatémaltèque d'anthropologie médicale. Il y a plus de 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, bien avant l'idée que le régime pouvait tomber, ils se sont formés à l'ouverture des fosses communes parce qu'en fait, une fosse commune, vous ne l'ouvrez pas comme ça. Et il m'expliquait ça. Enfin, c'était impressionnant parce que vous avez des couches de cadavres et que comme vous n'allez pas faire des tests ADN sur l'ensemble de la population syrienne et l'ensemble des cadavres, si votre frère a été arrêté en 2014, il ne sera pas dans la couche qui date de 2012, tout simplement, quoi. Et en fait, enfin, et ces gens-là se sont formés, quoi. Et ils n'ont pas tous les moyens aujourd'hui. Enfin, ils sont pas assez nombreux aujourd'hui, puisqu'il y a plusieurs dizaines de fosses communes dans tout le territoire syrien. Mais c'est hallucinant. Enfin, il y a déjà il y a toute une compétence, quoi, qui maintenant a besoin de plus de moyens, de plus de fonds. Et ça, c'est un véritable problème depuis que Trump a coupé les fonds. Ça, c'est immédiat. Enfin, certaines associations n'ont plus d'argent. Enfin, Du jour au lendemain. L'association des familles de César, voilà, khalas. Enfin, ils avaient des fonds de USAID, c'est fini, quoi. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Mais ce sont des gens qui se sont formés, il y a une compétence qui est là, quoi, et qui n'attend plus que de pouvoir la mettre au service. Mais tout, évidemment, c'est un travail faramineux, quoi. Peut-être Voilà. un dernier mot avant de vous donner la parole, parce que je suis sûre que vous êtes impatient de pouvoir. Moi, j'ai une question aussi sur l'unité territoriale, parce que ce pays a été complètement fragmenté pendant la guerre. Hein. Toi, quand tu t'es déplacé, est-ce que tu es allé à Homs, Hama, est-ce que tu sens que cette question de la fragmentation est encore une question vraiment prégnante et que tu le sens? Est-ce que tu sens une volonté de la part des Syriens de retrouver cette unité ou non? Comment ce point, tu as pu le percevoir d'abord dans ta façon de te déplacer et puis les discussions que tu as pu avoir avec tes interlocuteurs? Alors moi, je me suis quand même pas beaucoup déplacée. J'ai fait Damas et j'ai fait Homs. En revanche, oui, je le sens. Cette volonté d'unité, je le sens. J'ai appris, on aurait presque pu les suivre, mais on n'a pas pu parce qu'on n'avait pas cette autorisation de quitter Damas. Mais un bus est parti de Damas avec une mixité confessionnelle pour aller à Idlib pour faire un workshop justement sur la paix sociale. Enfin, c'était incroyable, quoi. Enfin, c'était super. Enfin, avec un prêtre, avec des alaouites, des chrétiens, des sunnites, des druzes, enfin voilà, ils étaient une petite vingtaine et ils sont partis un vendredi matin, ils sont venus un samedi soir, ils ont fait un workshop à Idlib. Enfin, je trouve ça incroyable, quoi. Enfin, moi j'ai senti cette volonté d'unité, voilà. Je ne l'ai pas expérimenté moi-même, mais je l'ai senti. Enfin, et même par rapport, voilà, à Tadamoun ou à Homs, finalement cette unité territoriale, tu la sens même à travers, enfin, les quartiers qui vivent dans une mixité, alors confessionnelle ou alors, voilà, je tombe aussi dans ce travers-là, mais peut-être mixité pro et anti-régime, tu le retrouves au niveau du pays en fait, et c'est un peu la même chose. Enfin, tu sens qu'il y a cette volonté de vivre ensemble, quoi. Voilà, je l'ai senti, quoi. Et je pense que, enfin, à part la nord-est du côté kurde, mais tout ce qui est kurde, moi, je connais très très mal. Donc, je serais pas capable de dire. Mais pour le reste, je pense enfin, j'ai le sentiment qu'il y avait une volonté, d'unité, quoi. D'accord. Ça, c'est un point quand même, j'imagine, très très important aussi pour la suite. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous donner la parole, parce que je suis sûre que vous avez plein de questions. Puis on regardera aussi en ligne
Merci infiniment. C'est vraiment très important et vous clarifiez beaucoup de questions qu'on apprend pas dans les journaux. Enfin, je n'ai pas lu dans le tribune, je vais chercher le. Bon, la première question, c'est qu'est-ce que vous avez perçu du rôle de l'ONU? D'abord, si vous avez un jugement vous-même sur le rôle de l'ONU, et si, d'autre part, parmi vos interlocuteurs, il y avait quelle était leur perception de l'ONU? Je lis dans Le Monde qu'il y a un certain mécontentement, évidemment, concernant le manquement d'arrêt des sanctions, mais aussi du point de vue du PAM, du programme alimentaire, qui n'est pas pris place apparemment. Et puis, une question un peu plus simple. Cette histoire de manque d'électricité, c'est quelque chose qui est dû au régime ou ça n'aurait pas changé par rapport à la situation antérieure? Merci. Alors, cette sorte d'électricité, en fait, il y en a moins que pendant le régime. Ça devrait s'arranger, mais visiblement, je suis pas très qualifiée pour ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le régime importait du carburant de l'Iran et du Nord-Est. Le Nord-Est, c'est là où vous avez énormément de pétrole et de gaz. Et en fait, il y a eu une coupure des relations avec le Nord-Est au moment de la chute du régime et évidemment avec l'Iran. Aujourd'hui, visiblement, mais vraiment, j'aurais peur de dire des bêtises, il y a un nouvel accord avec les autorités kurdes qui devrait soulager un peu. Côté iranien, je sais pas, mais ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, il y a visiblement des accords avec le Qatar, avec d'autres pays pour fournir du carburant qui font marcher en fait les centrales électriques. Donc ça devrait s'améliorer. Mais en fait ça s'est dégradé avec la chute du régime, parce qu'avant la chute du régime, il y avait plusieurs heures par jour d'électricité. Là, pour la plupart, c'est 1 heure toutes les 10-12 heures, quoi. C'est vrai que le régime, en fait, avant la chute, achetait du pétrole aux Kurdes. Et qu'avec la chute du régime, ça s'est arrêté et que la question d'approvisionnement de la part de l'Iran, avec l'affaiblissement de l'Iran que l'on connaît, et du coup, il n'y a plus cette même possibilité. Donc maintenant, il faut se tourner vers de nouveaux fournisseurs et que le Qatar s'était proposé, mais en même temps, apparemment, voulait le faire payer. Donc aujourd'hui, les caisses de l'État syrien sont vides, comme vous le savez. Et donc, il faut du temps pour de retrouver un mode de fonctionnement permettant de revenir au mieux au système qui était en vigueur avant la chute du régime. Donc, effectivement, la période est une période extrêmement tendue de ce point de vue-là. Pardon. Non, je t'en prie, merci. Et concernant l'ONU, alors, j'ai pas travaillé sur ça, mais effectivement, ils sont pas en odeur de sainteté. Je veux dire, leur fonctionnement est particulier, mais je n'ai pas non plus travaillé sur ça avant. Tout ce que j'ai vu passer, je pourrais pas en dire trop parce que ça méritera du travail, mais ils ont eu des liens avec certaines associations, certaines ONG syriennes vraiment douteux. Ils ont accepté des choses de la part des ONG qui étaient sous le contrôle notamment de Asma al-Assad. Je pense qu'il va falloir qu'on soit nombreux journalistes à aller voir un peu ce qui s'est passé pendant ces dernières années. Parce qu'effectivement leur rôle est pour le moins trouble. L'argument, c'était de dire que pour pouvoir travailler en série, il fallait se compromettre avec les ONG du régime, et toute la question est de savoir effectivement si cette stratégie a permis d'apporter quelques éléments de bien-être aux Syriens ou pas du tout. Et donc là, il y a une vraie question, effectivement, comme dit Garance, qui va devoir être travaillée maintenant par des chercheurs et des journalistes. Moi, ce qu'on m'a juste raconté, mais c'est une anecdote, que la première rencontre entre l'envoyé spécial de l'ONU et Charla, quand il est arrivé au pouvoir, s'est très mal passé. Parce que les exigences de l'ONU étaient telles qu'alors qu'il venait d'arriver et que donc on demandait en gros la Lune pour pouvoir lever les fonctions et pour pouvoir avoir une action. Et le Charla expliquant que il fallait quand même laisser un tout petit peu de temps pour que les choses se mettent en place. Enfin, n'oublions pas, on passe de la gestion d'une région avec 7000 fonctionnaires à la gestion d'un État, et donc ça se fait pas du jour au lendemain, avec la question de ceux en qui on peut avoir confiance et ceux en qui on ne peut pas avoir confiance, et donc tout ça prend du temps. Et Charles, de ce que racontait, c'est qu'il trouvait que l'ONU avait des espèces d'exigences complètement hors sol, si je veux dire, enfin, qui ne tenaient pas compte du fait que c'était
fin de 14 ans de guerre et donc la remise en état de quelque chose et que ça se fait pas comme ça. Et quand il est allé à Sendaya, il s'est fait insulter par une femme d'une famille de disparus, quoi, de détenus, quoi. Parce que, enfin, puis ils sont arrivés tard. Enfin, Ouais, même tout à pour ce qui est étonnant, c'est pour la collecte des documents, quoi. Ils ont mis beaucoup de temps à venir, quoi. Alors qu'en fait, ils auraient dû arriver. Je suis désolée, dès le 10, ils devaient être là, quoi. Enfin, si tous les journalistes étaient là, je vois pas pourquoi. Enfin, il y avait des centaines de journalistes dès la chute du régime. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Enfin, ils ont mis beaucoup de temps à venir. Ouais. Alors, merci, Garance, là. D'après le tableau que tu as fait, aujourd'hui, on a du mal à savoir qui contrôle vraiment les archives. Ouais. Qui contrôle les archives? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est, bien sûr, il y a l'ONU, mais il y avait la commission permanente d'enquête qui existe. Est-ce que c'était ces gens-là qui sont arrivés ou pour l'instant, qu'est-ce que devient cette commission d'enquête permanente sur la Syrie, qui est des droits de l'homme, hein, commission d'enquête des droits de l'homme sur la Syrie? Qu'est-ce que c'est devenu? La dernière chose, est-ce qu'on peut espérer, lorsque va être nommé le nouveau gouvernement dans quelques jours, qu'il y ait un responsable qui soit justement, qui ait la responsabilité d'organiser cette collecte, cette recherche, etc. Parce que c'est quand même très inquiétant que ça aille un peu dans tous les sens, hein, parce que la documentation, c'est quand même ça qui est important. Alors, ce que je sais, c'est qu'au départ, c'était les casques blancs qui étaient responsables. En tout cas, ils pouvaient, enfin, ils rassemblaient les documents qu'on leur donnait. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était totalement chaotique, puisque ce que j'avais raconté, c'est que moi, j'étais en contact avec un avocat allemand. Un Syrien, un chercheur lui avait dit, j'ai des documents, qu'est-ce que j'en fais? L'avocat allemand moi je lui avais dit, j'ai vu les casques blancs qui ont des documents, donc l'avocat allemand me dit, est-ce que tu peux les mettre en contact avec, enfin, c'était ça, mais les premiers jours, bon, on peut le comprendre, quoi. En tout cas, les casques blancs a collecté eux-mêmes des documents, mais maintenant, on nous dit que quelqu'un au sein du gouvernement intérimaire est chargé de ça. Moi, je l'ai pas rencontré, j'ai pas fait de demande, donc, je ne sais pas, quoi. Ça, il y a ça. La commission d'enquête spéciale de l'ONU, ils ont envoyé des gens en janvier. Moi, je l'ai su de manière officieuse. Enfin voilà, j'ai pas, mais je sais que certains étaient sur place et ils ont envoyé des gens en janvier. Donc, ils ont commencé à eux-mêmes aussi à vérifier des choses et aller sur le terrain. Merci. Je souhaite simplement faire une petite commentaire sur le problème d'énergie en Syrie. Parce que effectivement, c'est un problème absolument immense et le pays ne pourra pas en fait vivre ou bien faire de progrès sans l'énergie. D'abord, la Syrie, avant ce problème de guerre en Syrie, il produisait à peu près 350 000 barils par jour. Ça, c'est la Syrie qui produisait ça. Aujourd'hui, les champs pétroliers en Syrie, qui sont sous les mains de Kurdes, produisent 30 à 35 000 barils par jour. Ça veut dire 10 fois moins, exactement 10 fois moins. Or, les besoins de Syriens, en général, avant la guerre, étaient à peu près entre 250 000 à 300 000 barils par jour pour faire fonctionner le pays. Aujourd'hui, sans pouvoir importer du pétrole de l'extérieur, ça ne peut pas fonctionner. Alors, l'Union européenne vient de lever en fait des sanctions il y a 2 jours sur tout ce qui est énergétique et tout ça. Il faut attendre, il faut mobiliser les gens, il faut trouver des gens qui acceptent de donner en fait des pétrole. C'est pas, il faut 200 000 barils par jour. C'est pas quelque chose. C'est pas une station, par exemple, électrique qui était envoyée sur un bateau par la Turquie qui va résoudre le problème. Le problème est immense. Et ça, il y a 2 problèmes majeurs en Syrie aujourd'hui. C'est l'agriculture, pour en fait permettre aux gens de manger quelque chose. Il faut que les gens puissent aller dans leurs champs déjà. Moi, dans ma famille, on a des terres. Nous étions pendant 15 ans
sans pouvoir aller dans ces terres-là. Vous voyez, dans le sud de la Syrie, dans le département des Dera, c'était un sacré problème. Problème majeur aussi, c'est le problème énergétique qu'il faut résoudre. Il faut investir dans les champs pétroliers qui étaient détruits, mal en fait produits et tout ça. Et à mon avis, dans mon estimation, c'est mon métier à propos, il faut au moins 3 milliards de dollars pour mettre les choses en place. Dans les champs pétroliers, c'est tout pour l'espoir énergétique. Alors, un problème majeur, vous parlez de réconcilier les gens en Syrie. C'est un problème immense. C'est réconcilier des gens quand il y a des armes dans les mains partout, quand il y a des assassinats, forcément des vengeances, ça ne fait que aggraver le problème davantage. Il faut probablement d'abord retirer tous les armes, essayer de mettre... Et c'est un problème immense. C'est un problème immense. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions qui sont très, très utiles. Oui. Oui, j'ai deux petites questions concernant d'abord les sommes colossales, d'après la presse, que Assad a ramassées et mises à l'abri chez Poutine. Est-ce que le gouvernement actuel a les moyens de récupérer cet argent? Première question. Deuxième question, est-ce que les voisins israéliens, j'entends Netanyahou, ses amis de l'extrême droite, qui ont grignoté déjà des territoires, ont intérêt à ce que l'actuelle autorité rétablisse un semblant d'État en Syrie, ou ils préfèrent plutôt entretenir une situation d'anarchie? Alors, récupérer l'argent que Poutine a mis à l'abri en Russie, je vois... Assad. Pardon. Que Assad a mis dans les caisses de Poutine. Oui, ce sont les mêmes caisses, oui. Je vois pas trop, si ce n'est qu'à travers la justice internationale, la Cour pénale internationale, que ne reconnaît pas la Russie. Je vois pas trop comment ça peut se faire. Parce que là, pour l'instant, les voies judiciaires me semblent bloquées. Pour Israël, en fait, vous savez quoi, on va demander à Agnès. Parce que elle répondra beaucoup mieux que moi. D'après moi, Netanyahou, dès qu'il y a du chaos, pour lui, ça lui permet de grignoter des terres mais j'ai peur de dire des bêtises. Je pense que tu sauras beaucoup mieux répondre que moi, Agnès. Non, mais moi, ce qui me frappe dans l'histoire des bombardements par Israël dès la chute du régime, hein, ils ont absolument tout cassé. Pour moi, bon, évidemment, ce sont des frappes préventives, hein, dont c'est fait quand même Israël la spécialité. C'est-à-dire que Israël, maintenant, bombarde systématiquement de façon préventive parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais au-delà de ça, je trouve que ce que ça veut dire, c'est que Israël, qui se sent dans une position de toute puissance aujourd'hui, hein, avec la guerre à Gaza, avec le Liban, même l'Iran, eh bien, c'est une façon de dire à tous ses voisins, de toute façon, nous, on est les plus forts. C'est nous qui imposons notre loi. Et nous, ce que l'on veut, de toute façon, c'est une reddition totale de tous les pays qui sont autour de nous. Et donc, changement de régime, vous savez que la relation a été excellente, si je peux dire, entre Netanyahou, enfin entre Israël et la Syrie, pendant des dizaines d'années. Il n'y avait pas eu de tirs. Bon. Donc, le nouveau pouvoir arrive. Bon, Israël regarde ça en disant, on les connaît pas très bien, c'est comme des islamistes, on n'aime pas trop. Mais c'est une façon de dire, bon, on est là, ne vous méprenez pas, en sachant très bien que la priorité du nouveau régime, c'est absolument pas d'avoir la moindre attitude belliqueuse à l'égard d'Israël. Enfin, la priorité, c'est de l'interne. Donc, c'est vraiment une façon, je crois, dans cette espèce de logique, moi je parle d'ivresse de la part d'Israël aujourd'hui, de bien montrer à tout son entourage que c'est nous qui décidons de toute façon de tout. Donc, à titre préventif, on vous le dit et on vous le confirme si vous aviez le moindre doute. Voilà. Et ce chaos, si le chaos ressort de la Syrie, ça convient parfaitement à Israël. Et puis Ahmed Acharé, enfin, il a
très vite dit que lui, pour lui, l'important c'était la paix avec ses voisins. Absolument. Voilà, il veut pas se lancer dans. Puis effectivement, Il n'a pas, les moyens, il n'a pas le temps. C'est pas sa priorité. La priorité, c'est l'interne. Et évidemment que c'est l'interne et non pas de rentrer en guerre contre Israël. En fait. Non. Je sais très bien que vous n'avez pas dit ça, mais voilà. Il y a eu une prévision qu'on les attaque. Absolument. Voilà. Bonjour. Merci beaucoup tout d'abord pour votre conférence. C'était passionnant. Je suis journaliste néerlandais basé à Istanbul. J'ai aussi longtemps travaillé sur des crimes contre l'humanité du régime d'Assad, notamment aussi le massacre à Tadamon que vous avez évoqué. Et donc, je m'intéresse évidemment aussi à la question de justice transitionnelle, comme on dit. Vous l'avez dit, Ahmed Shah semble privilégier pour l'instant la paix civile. Je me demandais si vous avez eu la chance, parce que j'étais à Damas aussi en décembre, mais je suis censé y rentrer la semaine prochaine, et je me demandais si vous avez eu la chance de parler avec les autorités de ce genre de questions, et si c'est même possible. Non, j'ai pas parlé avec eux de ça. C'est toujours compliqué d'avoir les autorités. Et puis moi, c'est jamais ma priorité en fait quand je vais sur le terrain. Je préfère aller sur le terrain, voir les gens, etc. En revanche, ce qui est intéressant pour la question de justice transitionnelle, je vous parlais de toutes ces initiatives. Et là, à l'heure où on se parle, en fait, dans le quartier de Jaramana, à Damas, vous avez une réunion avec des familles de disparus. Et ça, c'est presque le prémisse des maires de la place de Mai. C'est-à-dire que tous les jeudis, à Jaramana, ça a été lancé, entre autres, par Jad El-Hamada, 24 ans. Quand je vous dis ces Syriens sont quand même assez incroyables. Jad, c'est le neveu de Mazen El-Hamada. Il a donc 24 ans, il est étudiant, et en fait, ils ont lancé avec d'autres cette rencontre tous les jeudis à 3h30, donc ça fait 1h30 pour nous. Ils se retrouvent dans un jardin de Jaramana et les familles parlent. Enfin, moi, j'ai assisté à la première rencontre, donc il y a 15 jours. Les familles racontent, en fait, ça s'appelle la tente de la vérité. Et c'est vraiment très intéressant. Et là, aujourd'hui, il y avait à nouveau un moment pour les familles des disparus. Et ensuite, ils devaient faire une marche en portant les photos de leurs proches disparus. Et c'est vraiment une demande de vérité, quoi. Et c'est comme ça que ça commence aussi, la justice transitionnelle. C'est la vérité, besoin de dire, besoin de raconter avant qu'il y ait un jugement et avant qu'il y ait des réparations, quoi. Ah bah ça, je vous le donne le contact sans problème. Enfin, il y a vraiment et je trouve ça. Et la première rencontre, ils étaient une quinzaine à porter et puis alors évidemment, j'ai pas tout compris, quoi, mais chacun disait, se révolter contre la perte des documents, se demander la justice. Enfin, chacun en fait disait ce qu'il voulait dire. Il y a un moment une petite fille qui est venue dire que sa mère avait été arrêtée, que sa mère avait disparu. C'était un moment extrêmement poignant. La deuxième rencontre, je sais pas comment elle a eu lieu, mais aujourd'hui, la rencontre d'aujourd'hui, il y a ce moment de parole, et ensuite ils allaient faire une marche, quoi. Et je sais pas où ils allaient, mais vraiment, et c'est vraiment, et ils disent qu'ils vont faire ces rencontres jusqu'à ce qu'ils obtiennent la vérité, quoi. Et le but aussi, c'était qu'il y ait d'autres rencontres dans d'autres quartiers, dans d'autres villes de Syrie. Donc, faut vraiment être en contact avec eux, quoi. Et, il y a une question en ligne, hein. Oui. Et, alors, en regardant les différents reportages, j'ai l'impression que les combattants d'HTS sont très jeunes et heureux d'ailleurs d'aller à la rencontre de la population et de participer avec les autres jeunes Syriens aux célébrations et aux autres actions sociétales. Donc, du coup, quelle est l'origine, les nombres, les niveaux d'éducation ou de formation de ces combattants? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, mais ils viennent tous d'Idlib, alors que ce soit des jeunes qui sont de familles qui ont été déplacées, donc des familles de la Ghouta, des familles de Daraa, des familles même de Tadamoun, qui ont été déplacées de force dans la région d'Idlib.
Il y a effectivement ces jeunes qui sont, on en avait rencontré avec Gwenaëlle, quoi, des jeunes de 20 ans, quoi, qui étaient sans forcément beaucoup d'éducation, mais c'est compliqué d'avoir enfin, moi, je suis pas capable de faire une étude sociologique, quoi. Ce qui est sûr, c'est que ceux qu'on voit dans les rues sont plutôt très ouverts, très heureux d'aller à la rencontre de la population. Et on avait rencontré, là, on s'était posé la question avec Gwen, mais sans savoir forcément si on avait raison ou pas. À un moment, on est allé à l'hôpital C101, là où César avait photographié une partie des cadavres. On n'avait pas d'autorisation, donc on a insisté, mais si on veut, enfin voilà. On a laissé tout notre matériel dans la voiture et on a pu rentrer. Mais parmi ces gens qui nous ont laissé rentrer, il y avait un bonhomme pas vraiment sympathique. On a été obligé de se couvrir les cheveux avec des écharpes. Il ne nous regardait absolument pas enfin, il ne regardait pas dans les yeux, quoi. À la fin, Gwen me dit, il a fini par me regarder. Voilà. Mais on s'est dit avec Gwenaëlle que peut-être que ces gens, ceux-là, avaient été mis dans un endroit où il y avait très, très peu de journalistes, en fait. Très peu de journalistes avaient été à l'hôpital C101 puisque, enfin, ils n'étaient pas hyper connus, c'était pas, enfin, visiblement, ils avaient eu très peu de visites. Et on pense que peut-être que le pouvoir avait sciemment mis ces gens un peu moins ouverts à la population dans un coin où ils avaient peu de chances de rencontrer, voilà, de rencontrer des étrangers ou de rencontrer des journalistes. Mais c'est vrai que tous ceux qu'on a vus étaient des jeunes super ouverts et un peu découvrant aussi Damas, quoi. Certains, enfin, on en croise dans le souk à acheter des babioles un peu touristiques. Et sinon, on a croisé dans les bars. Alors ça, moi, j'en ai pas vu dans les bars. Mais bon, j'ai pas beaucoup fréquenté les bars non plus. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Ouais, dans les bars, dit Hala. Et un autre aussi, alors qui est moins jeune, mais qui est devenu l'administrateur du bureau de l'ordre des avocats et qui venait de débarquer à Idlib, qui lui est vraiment originaire, qui venait de débarquer à Damas, originaire d'Idlib, et ne connaissant pas du tout la ville, dormant d'ailleurs dans le bureau. Enfin voilà, en fait c'est un mélange, quoi. Il y a pas, je pense, une seule, c'est pas un groupe homogène, même si pour certains Damascins, il y a eu le sentiment que des gens de la province débarquaient à Damas. Il y a ça aussi, les provinciaux débarquant à Damas. Voilà. Il y a eu un moment des remarques comme ça quand on m'en a parlé. Mais moi, je l'ai pas forcément vécu de manière directe, quoi. Mais Patrick Henny, vous savez qu'on a reçu ici, je crois, on avait parlé de ce côté de la province qui débarque à Damas, et pour un certain nombre de Damascènes, regardant ces provinciaux avec un certain mépris, voilà, et condescendance tout au moins, absolument. Mais ça, je pense que c'est quelque chose. Je sais pas si le pouvoir en a conscience, mais c'est quelque chose, parce que la révolution syrienne, ce n'était pas qu'une révolution, c'était aussi une révolution des périphéries vis-à-vis du centre. Et ça, moi, c'est quelque chose dont j'avais pris conscience avec Mazen El Hamada, quand il disait, mais nous, on n'est pas des gueux, quoi, on n'est pas des paysans, quoi, ils nous prennent pour des paysans, on n'est pas des paysans. Et Jad El Hamada, ce jeune homme de 24 ans qui m'impressionne beaucoup, a rencontré des membres de ce nouveau mécanisme international pour les disparus qui vient de se mettre en route, là, qui a été créé alors, c'est pas le IIIM, c'est pas le mécanisme international indépendant impartial. Je ne sais jamais dans quel ordre. C'est le mécanisme international pour les disparus syriens qui a été créé grâce au plaidoyer de ces associations de victimes. Ils se sont mis en route, là, les dernières semaines. Ils sont venus à Damas et Jad leur a dit, il faut pas que vous ayez un bureau simplement à Damas, il vous faut un bureau dans toutes les grandes villes de Syrie, parce qu'on va pas demander aux familles de disparus de faire la route jusqu'à Damas. Et Jeanne, avec ses 24 ans, je lui dis, mais c'est toi, tu leur as dit ça. Et voilà, il y a cette volonté aussi il va falloir que ce nouveau pouvoir prenne en compte la diversité territoriale de la Syrie. Tout à fait. Ce qui fait un petit peu peur avec ce qui se passe aux États-Unis et la réconciliation entre guillemets entre Poutine et Trump. Est-ce qu'il y a une chance que les bases russes
ça soit contre Bachar el-Assad. Le deal, je ne sais pas si vous avez des informations, je crois que Poutine il n'a pas du tout envie que ça réussisse, cette révolution syrienne. Comme c'est dit, il y a plein de gens autour qui souhaitent pas. Quand un peuple se libère par lui-même, c'est un peu embêtant. Voilà. Donc, je crois que dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent, ça va pas être facile. Et le frère Maher, il bouge. On dit qu'il est à Moscou, mais après, difficile de savoir exactement ce qu'il en est. Oui, bonjour. Et pour commencer, merci beaucoup pour ce récit, d'autant que j'ai aussi l'impression que c'est très compliqué d'ici, et même peut-être apparemment sur place, de vraiment comprendre ce qui se passe, tellement les évolutions sont rapides et tellement c'est aussi émouvant. Donc c'est important aussi d'avoir des témoignages comme celui-là. Juste une petite remarque sur la question de la réconciliation. Je vois toujours ce vocabulaire-là de manière assez suspecte, parce que je me souviens que c'est un vocabulaire, je pense, qui avait été installé par le régime au moment des accords de réconciliation après la chute d'Alepeste, de la Ghouta et d'Odera. Donc des accords dits accords de réconciliation passés avec les groupes armés qui, évidemment, n'avaient rien à voir avec la justice, mais avec le rétablissement de l'autorité du régime. Donc, quand j'entends réconciliation, ça fait toujours écho à Mais cette c'est question. exactement ça, en fait. Ouais. C'est exactement ça. Et pour être un peu plus précise, bon, ce mot m'a été transmis par quelqu'un qui suivait beaucoup ça et qui grenouillait pas mal avec des gens de l'ancien régime. Mais c'est vraiment ça. Et c'est un terme, j'ai oublié parce que moi, en anglais, je donnais le terme d'agreement avec les gens qui faisaient la traduction. Ils me disaient non, c'est pas un agreement, c'est un settlement. Bizarre. Mais en arabe, c'est tasouillé, non? Qu'est-ce que c'est le mot? Ben, règlement, c'est tasouillé. C'est ça, c'est tasouillé. Alors, et ils employaient le terme de tasouillé. Mais c'est exactement ça, en fait. Ce terme-là vient, on m'a expliqué qu'en fait, maintenant, c'était le contraire, quoi. Mais sauf que, ça peut pas être le contraire, quoi. Enfin, on peut pas. Mais vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. Du coup, je fais attention à le faire remarquer. C'est-à-dire, il y a la question de la justice qui, probablement, et pour beaucoup de Syriens, passe avant la question d'une réconciliation, d'une pacification. Et bon. Sur la question de la justice, du coup, une question. Est-ce que, selon vous, cette approche du pouvoir de stabiliser les pays en passant des accords avec les différentes factions, ce qui est en train de se passer, j'ai l'impression, dans les premiers mois, est-ce que ça va pas être contradictoire aussi avec l'idée d'une justice basée sur des droits, parce que ça suppose une forme d'amnistie? Je parle pas forcément d'HTS, qui a une histoire qui est pas dénuée de crimes en elle-même, mais aussi d'autres groupes, par exemple, parmi d'autres, Jaïch al-Islam, donc un groupe important sur la Ghouta orientale, qui est connu pour avoir commis de nombreux crimes, y compris contre des activistes. Comment ça se passe? Est-ce que cette approche-là, elle est pas susceptible aussi de poser des problèmes de ce type? Moi, c'est la question. Enfin, encore une fois, moi, mon seul rapport avec le pouvoir, c'est cette longue discussion que j'ai eue avec un conseiller très proche de Ahmed El-Shareh, qui avait l'air de mettre en avant d'abord la paix civile avant la justice. Mais on ne peut pas, donc plutôt la paix des armes, et mettant presque sur le même plan. Mais je vous avoue que j'ai été démunie. Sur le même plan, les souffrances des différents groupes militaires, quoi. Mais c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas, c'est impossible. Donc, moi, c'est le sentiment que j'ai, que pour l'instant, ils veulent obtenir une paix civile, mais en même temps, vous ne pouvez pas avoir vous pouvez pas avoir la justice tant que vous n'avez pas de paix civile, un minimum de paix civile, quoi. Mais vous ne pouvez pas avoir de paix civile si vous n'avez pas, en tout cas, une promesse de justice. Donc, si ils arrivent à, c'est très compliqué de savoir ce qu'ils vont faire. Je ne suis même pas sûre que même sachent, parce que ce qu'on voit, c'est que Ahmed El-Shareh est vraiment un homme extrêmement pragmatique. Ouais. On dit que c'est une bête politique, donc il peut vraiment modifier son agenda politique en fonction des réactions de la société civile. Et c'est là où la société civile a un rôle extrêmement important, et on sait qu'elle va pouvoir jouer ce rôle-là
puisqu'elle l'a joué et qu'aujourd'hui, là, il y a une vraie liberté de parole et une liberté d'action. Donc, je ne sais pas si lui sait vraiment quel va être son agenda politique à court terme. Pour l'instant, le sentiment que j'ai, c'est qu'ils sont sur la paix civile pour faire taire les armes, ce qui est compréhensible, mais il faut qu'il y ait au moins une promesse de justice. Et là, avec l'ouverture du dialogue, enfin, avec la tenue de ce dialogue national, avec les différentes tables qu'il y a eu, notamment une sur la justice transitionnelle, des choses devraient se mettre en place, quoi. Donc là, et ce sera intéressant de voir la composition du nouveau gouvernement. Voir s'il y a un homme qui sera nommé, un ministre qui sera nommé en lien avec cette histoire de justice. Ça montrera si cette question-là a été prise en compte, quoi. Mais c'est très compliqué de savoir vraiment. Mais sur le mot réconciliation, merci, parce que c'est vraiment ça, en fait. Il y a vraiment eu un sentiment enfin, ils veulent, et je pense que ce terme-là vient des anciens du régime. Et Fadi Saker, qui est allé à Tadamoun, donc début février ou fin janvier, il était à l'origine de ce tassouillé qui a eu lieu en 2017 ou 2018, quand ils ont fait taire les armes et que les rebelles ont été déplacés de force du côté d'Idlib. Oui, Garance, j'étais très intéressée par ce que tu disais sur ces personnes qui s'étaient formées au Guatemala 2 ans avant la chute à gérer au bourg des fosses. Tu as entendu parler d'autres personnes qui sont formées, qui sont préparées à l'après-Bachar, comme ça? C'est juste cet exemple que tu as eu? Bah, ce que je sais, c'est que donc Ahmed Helmi, de cette association-là, faisait partie de ce groupe de 9 associations, dont Massar, l'association syrienne, l'association des familles de César, Taafi, j'ai oublié leur nom. Bah, quelque part, ils se sont préparés aussi à l'après-Bachar, puisqu'ils ont réussi à faire installer ce mécanisme international pour les disparus, 10 ans, et comment dire, c'est pas leur slogan, mais leur façon de parler, c'était de dire: nous sommes les Syriens, nous sommes les victimes, nous savons ce que nous voulons par rapport à ce sujet-là. Et ils avaient une façon aussi de mettre à distance les grandes ONG internationales, le CICR ou d'autres ONG qui avaient tendance à dire: ah ben nous, on sait ce qu'il vous faut. Enfin voilà, et c'est à nouveau cette façon de prendre en main leur destin et de dire: voilà ce qu'on veut nous. Et c'est quelque chose. Enfin, et l'association des familles de César, c'est des femmes. Enfin moi, bon, il y a des hommes aussi, mais je suis plutôt sensible à ce que font les femmes et de dire voilà, on veut ça. Et donc, et quand on était quand on a rencontré les casques blancs avec Gwenaël, donc en décembre, je leur ai dit: mais il y a Ahmed Helmi qui ah bah oui, on le connaît nous aussi, et c'est comme ça qu'on a su que les casques blancs eux aussi s'étaient formés avec la même formation, quoi, enfin avec les mêmes guatémaltèques, la même fondation. Enfin c'est voilà, et mais c'est comme tous ces Syriens qui se sont formés à la collecte de preuves, enfin qui ont collecté les preuves, qui ont appris et cette collecte de preuves, elle a eu lieu dès mars 2011 en fait. Après ils ont été formés. Après, ils ont eux-mêmes apporté ces documents aux avocats européens qui ont pu lancer ces procédures en Europe contre des membres du régime. Donc tout ça, enfin, je pense à plein de niveaux. Alors, tout ce qui est côté économique, moi, c'est pas du tout mon truc, donc je ne sais pas ce qui a pu être fait, mais oui, enfin, oui, c'est assez fascinant en fait de retrouver des gens qu'on a rencontré des années avant, et en fait, on s'est dit: «Waouh!» Mais en fait, ça fait des années qu'ils travaillent sur des domaines, enfin, il y a eu en fait, puisque le but du régime a été de décapiter la révolution, donc d'enfermer, de torturer, de tuer des leaders de certains groupes. Après, les jeunes sont montés, ont pris en main d'autres groupes, mais toute une partie aussi des membres de cette révolution ont dû s'exiler en Europe, mais ils ont continué leur travail, quoi, en lien aussi avec des gens qui étaient à l'intérieur. Donc oui, enfin c'est pas parce que nous les journalistes on n'a plus du tout parlé de la Syrie parce qu'on pas de moyen d'y aller ou difficulté d'en parler, qu'en fait il n'y a pas eu un travail à plein de niveaux en fait.
il y a un travail à plein de niveaux qui a été poursuivi. Bon, merci Garance. Non, juste par rapport à ça, parce qu'il y a eu l'assistant au ministère de la Défense, il a raconté comment pendant 4 ans à Idlib, ils ont préparé les combattants. Et ça, c'était un travail énorme, parce que, comme tu as dit, c'est des jeunes qui sont venus de Ghouta ou de Zabadani qui avaient 14, 15 ans. Et le jour de départ, il y avait 18, 19, 20 ans. Mais ils étaient très bien aussi préparés au niveau militaire, mais aussi au niveau comportement, et même comment ils ont inventé des armes. Je sais pas, il a raconté des détails incroyables. Mais moi, je voulais dire 2 mots par rapport à Tassuya ou autre. Parce que Tassuya, c'est pas du tout, et Tassuya, moi, ce que j'ai compris de loin, c'est par exemple, quelqu'un comme Hamsho. Hamsho, c'est un grand Homme d'affaires, oui. homme d'affaires qui est revenu et que tout le monde sait à quel point Hamsho a financé le régime, a donné pour les combattants, pour ses combattants, a donné contre le peuple. Il revient, ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de son argent, malheureusement. Et lui, il fait un tassuya. Et il dit que je regrette ou je sais pas quoi. Et oui, je vous donne de l'argent aussi, peut-être tout ça. Et hier, dans le congrès, il y a eu le congrès national hier. Il y a eu un groupe qui a beaucoup parlé de ça. Et même, je pense, ou le président ou le ministre des Affaires étrangères, ils ont parlé de comment ils font le tri. Est-ce que tout le monde va être jugé? Non. Est-ce que tous les bassistes vont être jugés? Non. Est-ce que les criminels seulement qui ont touché, qui ont du sang, comme on dit, ils vont oui. Mais est-ce que seulement eux? Non. C'est-à-dire, il y a vraiment des catégories et et ils sont en train de décider ça. Et je pense hier, il y a eu beaucoup de travail autour de ce tri, si on peut dire, même si c'est terrible comme mot, mais. Et moi, je voulais, si tu veux bien nous parler un peu de César. Parce que ce que j'ai eu ici, comme aussi de loin, malheureusement toujours, que quand il a parlé, il y a eu un impact énorme partout en Syrie. Et même plus fort que l'ouverture de ce que j'ai eu comme ça, plus fort que l'ouverture de Sedmaya ou les prisons, parce qu'il a parlé d'une façon incroyable, humanitaire, ou je sais pas, il a touché beaucoup, surtout les gens qui sont pro-régime. Ils ont eu un choc terrible en écoutant ce monsieur. Est-ce que c'est possible de nous parler un peu de ça? Et moi, je voulais aussi savoir par rapport ce que tu as dit par rapport à Jeramana et tout, parce que depuis quelques jours, on entend des choses complètement différentes. Je sais pas si tu as entendu des histoires à Msiaf ou à Tartus, qu'il y a eu des attaques chez les civils et qu'ils ont arrêté des jeunes et qu'ils obligent des jeunes à faire le service militaire. C'est-à-dire, on sent à quel point c'est faux comme histoire, c'est fausse. C'est-à-dire, on n'arrive pas à les croire. Parce que pourquoi emmener des gens à Alaouite pour prendre les armes et être avec le régime actuel? Et donc, je pense que c'est la fabrication qui fait peur. Est-ce qu'il y a une installation comme à Jeramana, il y a cette installation? Est-ce qu'il y a ailleurs des contres? C'est-à-dire, il y a vraiment des machines qui se mettent en route pour faire peur et pour diviser les gens. Il y a beaucoup de désinformation. Alors moi, j'ai pas beaucoup travaillé là-dessus, mais il y a eu on sait qu'il y a beaucoup de désinformation justement pour créer du chaos. Voilà, ça a été montré, ça a été. J'ai pas eu le temps vraiment de travailler là-dessus, mais il y a, voilà. Je peux pas, j'ai pas d'exemple précis. J'ai ça dans mon ordinateur, mais tu vois, je pourrais pas les donner. Mais il y a effectivement il y a de la désinformation pour créer du chaos. Ça c'est ouais. César. César. Il y aura une dernière question, madame.
César, je crois qu'il y a quelque chose, moi, que je trouve extraordinaire, c'est que pour la première fois, il parle en son nom et que plus personne pourra parler en son nom. Et ça, c'est quelque chose. Et puis César, voilà, vous l'avez vu, c'est quelqu'un de très simple. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'incroyable, qui n'était pas préparé à faire, et qui ne s'en est pas remis, dans le sens où sa vie a totalement basculé. Et c'est vrai que les familles des disparus attendaient vraiment. Enfin, c'est pour eux. Enfin, c'est grâce à lui qu'elles savent, quoi. Et c'est vrai que c'est en partie grâce à lui que le régime aussi est tombé. Enfin, ça participe de toutes ces preuves que ces Syriens ont collectées. Et pour les familles, c'était tellement important de pouvoir reconnaître leurs proches. C'est ce que je disais souvent, c'est voilà, de pouvoir le reconnaître parce qu'elles peuvent commencer leur deuil, et d'avoir pu le reconnaître, donc ça veut dire qu'il n'avait pas été trop torturé, quoi. Et donc du coup, d'entendre César, de le voir, c'était quelque chose d'extrêmement émouvant pour elle. Et pour lui, moi, je l'ai trouvé étonnamment calme, étonnamment serein et modeste. Et lui quand on l'avait filmé avec Stéphane Malter, on pouvait même pas le filmer de face avec un masque. Même pas la caméra de face, il ne voulait pas, quoi. Donc, de le voir là, parler pratiquement de face, c'était vraiment, et c'est surtout, maintenant, vraiment, son histoire lui appartient, quoi. Pour moi, c'était ça le plus important. Plus personne pourra dire, je suis pote avec César, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Non, maintenant, César, il va dire ce qu'il a envie de dire, quoi. Et ça, c'est vraiment, je pense, très important. Et je pense qu'un autre moment très fort, et ça, il va falloir qu'il le fasse. Donc, il va falloir c'est de rencontrer les gens, de rencontrer les familles des victimes. Ça, il va falloir qu'il fasse encore un effort. Ça, ouais. Allez, yallah, César, encore un petit effort. Et il va falloir qu'il le fasse. Et ça va être un moment, je pense, très, très fort pour tout le monde. Parce qu'au départ, la collecte de ces photos n'était même pas pour la justice, elle était pour les familles, pour que les familles sachent ce qu'étaient devenus leurs proches. C'est vraiment ça au départ le but. Après, très vite, quand, je ne sais pas, mais il y a eu, on va collecter pour la justice, mais au départ, c'était pour les familles, quoi. Donc, c'est vrai mais voilà, après, ouais, j'espère que pour lui, quoi. Je sais pas trop, voilà, ce que tu voudrais que je te raconte d'autre, quoi. Mais et pour côté pro-régime, ouais. Je pense, oui, et puis c'est surtout, il y a eu tellement de fausses informations qui ont été données sur César. Alors, bon, évidemment, Bachar al-Assad disait, on ne sait pas, puis c'est du Photoshop, et puis c'est peut-être des Yéménites qu'on a sur les photos. Enfin bon, ça, on n'attendait pas moins de lui. Mais il y a eu aussi beaucoup de doutes. Moi, qu'est-ce que j'ai pu entendre aussi sur César? Peut-être c'est qui César? On n'en sait rien. Il ne s'est pas montré, on ne sait pas. Enfin, voilà, quoi. Donc là, je pense de le voir et de le voir aussi modeste. Peut-être leur tourne. Une dernière question, madame, parce que vous avez demandé la parole et on va, parce que Merci. Voilà. C'est peut-être une question incongrue, mais ce nouveau régime est islamiste. Est-ce que vous avez ressenti, vous, en étant allé en Syrie, ou avez-vous eu des informations sur une possibilité éventuelle d'une islamisation de la Syrie? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que vous l'avez perçu? Alors, il y a des petits signaux sur voilà, je l'ai appris par une amie syrienne, une amie journaliste française. Un restaurant très chic dans la vieille ville, Narange, ne sert plus d'alcool depuis 2 jours. Voilà. Après, mais voilà, oui, c'est un pouvoir islamiste, c'est sûr. Mais il y a une société civile maintenant. Enfin, je veux dire, et elle est là, et elle va se faire entendre. Donc, je pense qu'ils ne seront pas capables de faire tout ce qu'ils auront envie de faire. Donc, c'est très compliqué de savoir ce qu'ils vont faire. En tout cas, c'est pas l'Afghanistan, c'est pas l'Iran, ça c'est sûr.
À Idlib, les chrétiens pouvaient exercer leur culte. Ils n'avaient peut-être pas la possibilité de mettre des croix partout où ils voulaient, mais ils pouvaient exercer leur culte sans problème. Il y a eu des reconstructions, ils ont récupéré des terres, ce qui n'était pas forcément le cas sous le régime de Bachar el-Assad. Donc voilà, moi je pense qu'il ne faut pas leur attribuer plus que ce qu'ils ne font aujourd'hui. Et la société civile syrienne est vigilante et sera vigilante. Donc il y a déjà eu des manifestations de femmes. En tout cas, voilà, moi j'ai pas vu plus de femmes voilées ou enfin je sais pas. Et puis le voile, voilà. Après l'école. Il y a eu un moment une alerte, ils sont revenus dessus. Enfin, je veux dire, ils sont encore une fois, ils sont visiblement très à l'affût de ce qui se passe dans les réseaux sociaux et de ce que dit la société civile. Il y a eu une alerte à un moment par rapport à des programmes à l'école et ça a fait un fou un pas possible. Ils sont revenus. Donc ils ont besoin d'une respectabilité. Si Ahmed El-Shari veut rester au pouvoir, si c'est effectivement une bête politique, il va écouter la société civile. Donc, et puis il a changé beaucoup de choses. Enfin, ça n'a rien à voir avec Daesh, ça n'a plus rien à voir avec Al-Qaïda. Il faut vraiment écouter les chercheurs qui ont travaillé sur leur mode de gouvernance à Idlib. Ils ont été obligés de changer certaines choses. Donc là, ils vont avoir une pression encore beaucoup plus forte des Damascènes, puisque le pouvoir est à Damas. Mais il faut aussi voir que Damas, la vie à Damas n'est pas la même qu'à Homs ou à Idlib ou dans d'autres villes du pays. C'est quand même, voilà, donc, je sais pas, faisons confiance aux Syriens. Je crois que le mot de la fin, c'est faisons confiance aux Syriens et je pense que Garance a tout à fait raison sur ce point.